Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur les organisations apprenantes avec Michel Diaz et Andrea Valtone. On va se donner encore quelques minutes pour laisser aux retardataires le temps d'arriver, après quoi on débutera. Il est donc 11h02. Je pense que vu le programme et le nombre de sujets à aborder aujourd'hui, il est préférable de commencer. Donc bienvenue à tous. Je m'appelle Thomas Meister, je travaille pour Open Classrooms et c'est moi qui vais avoir la chance et le plaisir d'animer un petit peu ce webinaire aujourd'hui sous un titre vraiment alléchant, donc des compétences pour surmonter les chocs, comme devenir entreprise apprenante et comment faire de tout cela un atout face à la crise. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir deux intervenants de très haut vol que je vais laisser bien évidemment se présenter. Tout d'abord, Michel Diaz, directeur associé de FEFOR. Bonjour Thomas, merci de nous recevoir. Donc, je suis en effet directeur associé de FEFOR, qui est un cabinet de conseil stratégique, learning et développement, et par ailleurs directeur de la publication e-learning letter. Et pour discuter d'entreprises apprenant et de choc et de crise, il n'y a personne de plus approprié que Andrea Bertone, qui est donc Chief Revenue Officer chez Open Classrooms. Merci Thomas. Andrea Bertone, Chief Revenue Officer à Open Classrooms. J'ai vraiment le plaisir d'avoir cet échange avec Michel aujourd'hui sur ce thème si important, spécialement dans l'ère qu'on est en train de vivre. Tu es d'autant plus heureux, Andrea, que l'Italie a gagné son match oui. C'est vrai, de Coupe d'Europe hier. Hein. C'est bien que la France et l'Italie ont gagné, donc voilà. On est sur un terrain d'égalité pour le moment. Hein, donc c'est très positif. Et oui, bien sûr, je suis italien, donc mon accent ne laisse pas de doute. Nous avons la chance d'organiser ce webinaire au début de la compétition et non pas après la demi-finale qui aura vu la défaite de l'Italie contre la France, ce qui aurait été pour le coup beaucoup plus désagréable comme climat. Très rapidement, un mot du programme. Donc on va commencer par une petite mise en situation sur quel est le new normal aujourd'hui, donc quelle est la situation des entreprises, pour ensuite parler des organisations apprenantes et de deux piliers plus importants de leur fonctionnement qui sont l'inclusivité et la formation, comment ces organisations apprenantes s'adaptent au choc, et enfin pour conclure on parlera de désir d'apprendre et comment faire en sorte que chacun et chacune à l'intérieur des entreprises, qu'elles soient apprenantes ou pas d'ailleurs, ait le désir d'apprendre. Donc, tout premier sujet, on va parler de ce qu'on appelle aujourd'hui le new normal, et je vais laisser la parole à Michel pour nous exposer tout ça. Oui, alors le new normal, c'est une expression avec le hashtag qu'on a vu apparaître il y a déjà un an, quand il est apparu au fond que cette crise, la pandémie, était finalement une actualisation d'une crise qui ne cesse depuis maintenant un certain nombre d'années. On parle du monde VUCA, c'est-à-dire volatile, incertain, ambigu, complexe, etc. Et c'est vrai que après la crise des subprimes, mais après beaucoup d'autres crises ces 20 dernières années, voilà une crise de plus. Et on a l'impression qu'on est entré dans l'ère de ces crises et qu'il faut donc s'habituer à vivre dans ce new normal. Alors, il y a des chiffres d'ailleurs qui sont intéressants parce que les conséquences, évidemment, sont en termes d'emploi et donc en termes de compétences. On le reverra tout au long de cette conférence.
Vous savez qu'il existe un rapport annuel qui est produit par le World Economic Forum qui s'appelle Future of Jobs, l'avenir du travail. Et il y a une édition qui date maintenant de l'automne dernier qui parle d'un risque, d'une menace sur 85 millions d'emplois dans le monde du fait de la double crise. Déjà, cette crise rampante qui est la crise de la digitalisation de toutes les activités humaines dont on parle maintenant depuis un certain nombre d'années, et puis évidemment les conséquences sur l'emploi de la crise sanitaire. Donc, de là, la nécessité effectivement de réfléchir, et je pense que c'est l'objet aussi de ce webinaire, de réfléchir à ce qu'on appelle le reskilling, voire l'upskilling, c'est-à-dire au fond, comment est-ce qu'on peut actualiser ou refondre les compétences des collaborateurs pour s'habituer à cette nouvelle ère, sachant que, et là aussi, il en sera beaucoup question, il y a une co-responsabilité de l'entreprise, d'une façon générale des organisations et des collaborateurs dans cette employabilité. Vous savez qu'on parle de co-responsabilité de l'employabilité, je pense que c'est extrêmement important. Donc voilà ce qu'on peut dire ici en introduction. Le new normal, c'est notre nouvelle normalité tout simplement, c'est maintenant là-dedans qu'on est plongé et qu'est-ce que ça a comme impact sur l'emploi et comme impact sur les stratégies d'acquisition de compétences à la fois d'un point de vue individuel et collectif. Je vais passer la parole à Andrea pour compléter tout ça. Oui, je fais, Michel, tout à fait, tes réflexions sont absolument alignées à ce que nous on voit. Je dirais que si on veut trouver un mot-clé pour comprendre cette nouvelle ère de New Normal, c'est, je dirais, celui de la résilience. Face au choc intérieur-extérieur, les entreprises, ils sont dû réinventer, repositionner, repenser. Si on pense notamment à la dernière crise, celui de Covid, d'un jour au lendemain, on a dû créer une nouvelle manière de travail, nouveaux lieux de travail, nouvelles manières de se relationner avec les clients, différentes manières de collaborer. Tout dans un contexte, comme vous avez dit, que on a vu une donc accélération significative de la transformation digitale, dans un côté, et de l'autre côté, une accélération des obsolescences des compétences, qui a créé un écart encore plus grand d'inégalité entre ceux qui avaient accès à l'éducation, à l'Internet, à les moyens, et ceux qui ne avaient pas. Et donc, comme vous dites, aussi suggéré par le World Economic Forum, pour nous, on regarde que le moteur de ces résiliences sont vraiment les compétences. Et former les personnes avec les compétences de futur, ça veut dire leur donner les armées pour pas subir la crise, mais pour être proactive, pour dominer la crise. Et c'est là qu'on parle en fait de chiffres astronomiques. Le World Economic Forum, il dit 1 milliard de personnes doivent être reskillées d'ici au 2030. 1 milliard de personnes, c'est un tiers de la force de travail mondiale. C'est énorme, c'est incroyable. Et alors, nous, on voit vraiment qu'on a besoin d'opérations de upskilling, reskilling sur taille massive. Qu'est-ce que ça veut dire aussi que les modèles traditionnels vont être dépassés, vont être challengés. Parce que si on doit faire ces choses, et c'est là qu'on a vu que, boum, la formation EdTech, la formation digitale, la digitalisation, ça devient nécessaire. L'État français, il a bien compris ça. Si je regarde tous les plans de relance, les investissements, c'est énorme. Et on voit vraiment la volonté de digitaliser l'éducation. Et c'est là que nous, on voit vraiment aussi des modèles plus sophistiqués, comme par exemple les MOOC sont un peu dépassés parce que c'est un peu trop linéaire, il n'y a pas assez d'engagement, ils ne sont pas assez sophistiqués. Il y a de nouveaux modèles qui émergent, que nous, on gère depuis des années, où il y a une pédagogie par projet, bloc de compétences, accompagnement humain et en même temps complètement digital, parce qu'on doit vraiment faire une grande pas de dimension, on doit vraiment passer à la prochaine échelle pour aider les personnes à se former sur les compétences du futur. Et je pense que ça, c'est un des points critiques de le New Normal.
Alors évidemment, dans ce que tu viens de dire, Andrea, moi je retiens l'idée du passage à l'échelle, hein, Ouais. scalability, qui est un terme dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au fond, comment est-ce que les dispositifs de formation peuvent aujourd'hui supporter cette nécessité massive? Tu as parlé d'1 milliard de personnes qui sont à reskiller, donc à mettre à jour, et même au-delà, hein, il y a des changements de métier qui sont à la clé. Donc, quel rôle les organisations apprenantes vont prendre là-dedans? Alors, les organisations apprenantes, je vais pas faire de l'histoire, mais enfin, ça fait des dizaines d'années qu'on entend parler d'organisations apprenantes ou d'entreprises formatrices, etc. Donc, en fait, on a une capacité, toutes et tous, dans le domaine formation RH, à recycler des idées, mais tout simplement quand ces idées sont puissantes et fécondes. Et c'est vrai que beaucoup de choses qui étaient impossibles il y a 30-40 ans, quand on parlait des organisations apprenantes, beaucoup de choses sont devenues possibles aujourd'hui, grâce, tu l'as dit, à la digitalisation des dispositifs de formation. Alors, on va parler de 5 pratiques de l'organisation apprenante. En fait, ces 5 pratiques, je les ai trouvées, pour ne rien vous cacher, dans la fiche Wikipédia sur les organisations apprenantes. Bon, je vous conseille la lecture parce qu'elle est intéressante, elle vous inspirera peut-être par rapport à votre propre organisation. Mais dans cette fiche, on verra qu'il y a bien d'autres définitions de l'organisation apprenante. Et nous-mêmes, d'ailleurs, aujourd'hui, on va essayer de tourner autour de tout ça et de faire que, grosso modo, on réussisse à faire sortir de cela une définition à peu près complète de l'organisation apprenante. Donc, effectivement, vous avez ces 5 pratiques de l'organisation apprenante sous les yeux. Donc, c'est une organisation, comme on le voit, qui est orientée sur la résolution de problèmes, problem solving, comme on dit dans le monde anglo-saxon, et pas une orientation résolution n'importe comment, une orientation collective. On résout les problèmes ensemble. C'est une organisation, d'après Gavin, qui est aussi fondée sur le test and learn. C'est-à-dire, au fond, on expérimente par l'action, on tire des conclusions de l'action, on apprend, hein, quelque part travailler, c'est apprendre, mais évidemment, il y a une autre posture d'une telle organisation apprenante, c'est le droit à l'erreur, hein, parce qu'on ne pourrait pas tester et apprendre si on ne laissait pas à chaque collaborateur le soin, effectivement, d'avoir le droit de faire des erreurs, tout simplement. La notion de retour d'expérience est extrêmement forte. Alors moi, ça me parle particulièrement parce que je pense que je travaille beaucoup en ce moment sur la question du RETEX, retour d'expérience des directions formation à propos de la crise, ce qui s'est passé depuis 1 an. Et je pense que là, il y a beaucoup de choses à formaliser en matière de retour d'expérience et dans le New Normal et dans le cadre de la pandémie qu'on vient de vivre. Apprendre avec les autres, c'est une autre dimension de l'organisation apprenante. Et apprendre avec les autres, c'est pas seulement apprendre avec ses collègues, apprendre avec son manager, apprendre avec l'aide du service formation de l'entreprise ou des autres services, c'est aussi apprendre avec ses partenaires, ses clients, ses fournisseurs, ses freelancers, etc. Et puis l'idée de transfert des connaissances par Garvin, que je trouve intéressante aussi dans la mesure où les entreprises de plus en plus, les plus avancées, ont tendance à offrir des outils digitaux à leurs experts de terrain notamment, qui veulent s'investir dans la transmission de leur savoir-faire en particulier. Donc voilà 5 dimensions, et je pense que ces 5 dimensions, elles parlent à Andrea parce que quelque part, elles sont prises en compte dans le positionnement Open Classroom. Oui, Michel, tout à fait. Je pense que ces caractéristiques sont très bien ciblées si on veut décrire l'organisation apprenante. Nous, on a aussi l'avantage qu'on a un peu un observatoire grâce à toutes les entreprises avec lesquelles on travaille. On travaille avec plus de 1000 entreprises. Et quelles sont les caractéristiques qui mettent en évidence un peu les entreprises qui sont avec une culture apprenante très forte? La première, je dirais que leur stratégie de formation, c'est très intentionnel et basé sur une bonne compréhension des besoins. C'est très intéressant de voir que les entreprises qui ont la stratégie plus forte et vraiment pervasive dans toute l'entreprise, c'est parce qu'ils ont une belle compréhension de quels sont leurs besoins. Ils ont fait un assessment de leurs compétences.
il sait quel est le point de départ. Et ça le permet de faire une stratégie qui, c'est très clair, vers où est-ce qu'il veut y aller. En fait, nous, comme école digitale, on a plus de 11 000 étudiants qui suivent de parcours diplômants et on a fait une étude pour regarder quel était l'impact de procès d'admission sur le futur succès des élèves. Et on a vérifié qu'une admission rigoureuse, après, il nous permet de mettre en place un plan étudiant plus efficace et le succès, c'est beaucoup plus élevé. Donc, avoir une compréhension de point de départ, faire une belle analyse des besoins au début, c'est essentiel pour l'organisation apprenant. Le deuxième, c'est que vraiment, il doit avoir un engagement très fort du COMEX, du CEO, de top leadership. Et troisième, qui doit vraiment toucher tout le monde dans l'entreprise. Un bon exemple, je dirais, on a travaillé avec un de grands boîtes de conseil mondial, PwC France, hein, plus de 5000 employés en France seulement. Et on voit vraiment que l'organisation de PwC, c'est vraiment une organisation apprenant dans le sens qu'ils ont mis en place une stratégie très complète de monter en compétences. Spécifiquement, ils ont dit on veut monter en compétences dans les domaines de la data. Ils se sont rendus compte que c'était très important d'incrémenter les compétences vis-à-vis le fait qu'ils devaient aider de plus en plus leurs clients à traiter les données, analyser les données. Et ils ont lancé un programme qu'ils appellent Your Tomorrow, votre demain. Hein? Et c'était pour toute l'entreprise. Donc, tout le monde, pour 2-3 jours, ils ont étudié le domaine de la data. Et en plus, après, ils ont décidé de prendre une centaine de conseillers et de les transformer dans des digital experts. Ils appelaient ça des digital accelerators. Et pour eux, on a créé un plan de upskilling intensif de 9 mois pour vraiment monter en compétence sur le domaine de la data spécifique. 3 objectifs très clairs. 1, ils ont été capables de monter en compétence, donc faire face à la pénurie des compétences dans le monde de la data, que c'est énorme aujourd'hui à cause de l'accélération de la transformation digitale. Deuxième, ils ont créé une culture de learning qui touche tout le monde dans l'entreprise. Et troisième, ils ont amélioré évidemment la relation avec les clients, augmenté la productivité. Et ça, c'est que le début d'un procès qui va continuer dans le futur. Un bon exemple, qui est pendant la crise des entreprises, ils ont coupé les budgets de formation. Des autres, ils ont doublé les budgets puisqu'ils ont compris qu'ils voulaient dominer la crise et pas subir la crise. J'aurais peut-être un autre exemple d'une entreprise apprenant, c'est Capgemini, grande entreprise de conseil tech. Leur succès, évidemment, ça dépend de la capacité aussi de recruter les meilleurs ingénieurs et experts tech. Le problème, c'est qu'on sait aujourd'hui, il n'y en a pas sur le marché. On est presque à full emploi. La demande, c'est beaucoup plus élevé de l'offre. Et donc, plutôt que c'est écharné sur le marché, Capgemini, on a fait un partenariat, on a dit, mais pourquoi on ne va pas créer notre talent? Pourquoi on ne va pas créer les talents du futur? Et donc, utilisant le modèle de l'alternance, étudier et travailler en même temps, on crée les talents du futur. Avec un modèle que je dirais que c'est très inclusif, il va aussi augmenter la diversité. Donc, très intéressant de ce point de vue aussi, de voir des bons exemples d'entreprises apprenantes français qui donnent l'exemple, je dirais, dans le monde. C'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que d'un côté, on pointe qu'il y a 1 milliard de personnes à former dans le monde dans les prochaines années, mais on pointe que d'ores et déjà, il y a des tas de jobs qui ne sont pas pourvus. Tu citais des chiffres. Je pourrais aussi citer par exemple le domaine de la cybersécurité qui est en train littéralement d'exploser, où il manque 4 millions de postes qui sont à pourvoir aujourd'hui dans le monde. Et ça, c'était avant la crise sanitaire. La crise sanitaire, avec la généralisation du télétravail, évidemment, a considérablement accru les problèmes de cybersécurité, puisque maintenant, le poste de travail à domicile fait partie
intégrante du système d'information de l'entreprise, et on sait combien il y a eu des tas de menaces, de cybermenaces pendant toute la crise. Donc effectivement, il y a là un ajustement qui doit être fait, c'est ce que tu viens de dire, et une façon pour les entreprises de faire cet ajustement, c'est ce que j'ai entendu de ta part, Andrea, c'est effectivement la question de la mobilité, du reskilling, et au fond de former l'ensemble des collaborateurs si nécessaire, pas seulement à développer une culture générale, par exemple sur la cybersécurité ou sur les data, mais aussi de former en interne des spécialistes dans l'entreprise. Et ça, c'est un enjeu clé, effectivement, en matière de gestion de talents et dans la guerre des talents. Je crois qu'on a prévu, je ne sais pas, Thomas a prévu un sondage maintenant, c'est ça ? Effectivement, il y a un petit sondage qui va être lancé dans l'onglet sondage sur la droite de votre écran sur une organisation apprenante. Qu'est-ce que c'est? Je vous invite à cliquer sur donc sondage. Vous avez chat, question, sondage participant. Donc n'hésitez pas à cliquer sur sondage. Pour vous, une organisation apprenante, c'est avec 4 possibilités. On verra bien quelles sont les réponses. Alors, donc, qui offre à tous ses employés la possibilité de se former à volonté, où les employés apprennent ensemble, où toute situation de travail est vue comme une opportunité d'apprendre, où le budget de formation est illimité. Donc, vous pouvez… On ne le voit pas sur les slides. Hein? Non, c'est sur dans l'onglet. Alors, je crois que nous, Andrea, pour qu'on voit les résultats du sondage, il faut que nous-mêmes, on réponde et qu'on soumette le vote. Et c'est seulement… à ce moment-là, voilà, moi je vois les résultats du sondage. Bon, pour l'instant, alors il y a 50 votes. Alors je dois dire que le budget de formation est illimité. Là, c'est pas une. Apparemment, c'est pas un marqueur de l'entreprise. Ouais, les 2%, c'est Andrea et moi en fait, parce que voilà. Comme on est premiers concernés par les budgets de formation, c'est Andrea et moi qui avons voté pour les budgets de formation. Je pense que vous aimeriez bien qu'un marqueur de l'organisation apprenante, ce soit un budget de formation. Exactement. Illimité. Voilà, il y a déjà eu beaucoup de votes. Alors, les commentaires, il y a un point qui est très intéressant. Franchement, c'est pas fait pour m'étonner. C'est que très, très, très loin devant, il y a quand même le fait qu'une telle entreprise, c'est une entreprise où toute situation de travail est vue comme une opportunité d'apprendre. Et puis, l'apprentissage collectif passe un petit peu après. L'idée que tous les collaborateurs peuvent se former à volonté. Bon, ça, c'est intéressant. Moi, je crois qu'il y a un grand pragmatisme de la part des collaborateurs et de l'entreprise. Au fond, c'est la situation de travail qui doit générer un surcroît de compétences, tout simplement parce qu'elle permet d'ailleurs à certains moments de voir qu'il y a un écart entre le niveau de productivité ou l'aisance que je voudrais avoir dans mes tâches au boulot et puis et la réalité. Et donc, ça, je pense que c'est fondamental. D'ailleurs, c'est une des bases de l'andragogie de Malcolm Nunn. Il suffirait de revoir les textes en question pour s'apercevoir que l'apprenant adulte, il apprend aussi en lien avec un objectif très souvent très concret et souvent d'ailleurs c'est l'aisance, le confort de travail, la productivité, le sentiment un peu comme un sportif d'être bien dans son job et dans sa situation. Ouais. Est-ce que Andrea, ça te conforte? Oui. Absolument, j'aime beaucoup le fait qu'on voit que toute situation de travail est vue comme une opportunité. Une autre caractéristique que je trouve des entreprises avec qui on travaille, qui sont vraiment engagées dans faire monter en compétence leurs salariés, c'est qu'ils ont comme caractéristique qu'ils sont des entreprises qui sont future focused. Ils sont focusés sur le futur. Ils ne sont pas focusés sur les problèmes, mais sont focusés sur les solutions. Et la formation, ce n'est pas un problème des ressources humaines. C'est partagé dans l'entreprise, dans toutes les fonctions de l'entreprise. Mais parce que toutes les fonctions sont future focused. Parce que si on regarde tous ces programmes, your tomorrow, ou l'emploi de demain, ou les compétences du futur, en fait, ça veut dire qu'on regarde au futur, on est capable d'anticiper ce qu'on a besoin demain vis-à-vis à où est-ce qu'on est aujourd'hui, parce que la formation, il prend du temps. On ne peut pas penser qu'on va se reskiller en 2 heures. Il prend de 2 jours, il prend de semaines, il prend de mois. Donc, c'est un investissement sur le futur. Et je pense que ça, c'est vraiment une des clés de l'entreprise apprenante.
Alors, on va passer et on va répondre aussi à une question qui a été posée par une remarque qui a été faite posée par Émilie. Donc, on trouve aussi dans cette fiche Wikipédia, et on le trouve à de nombreux endroits ailleurs, le fait qu'une organisation apprenante, c'est essentiellement un état d'esprit, mindset, hein, comme disent les anglo-saxons, on entend ça beaucoup dans le monde de la formation, et une culture. Alors, on pourra évidemment aller jeter un coup d'œil sur quelle est la posture des différents acteurs de l'entreprise par rapport à cette culture, cet état d'esprit, mais on s'est concentré sur deux échelons, je dirais, qui est l'échelon de l'organisation et l'échelon de l'employé. Il me semble, moi, qu'au niveau de l'organisation apprenante, mais ça ressort de ce que tu viens de dire, Andrea, c'est une organisation qui fait confiance dans l'humain, qui considère que tout collaborateur, en fait, est un talent. Donc, ce n'est pas une organisation élitiste, ce n'est pas une organisation dans laquelle la recherche et développement se fait dans un laboratoire indépendamment de tout le reste. C'est une organisation qui essaye d'être gérée au plus près du terrain en faisant remonter, en valorisant les compétences, comment dirais-je, des collaborateurs de terrain. Chacun est potentiellement un talent et le talent n'est pas réservé au haut potentiel de l'entreprise. Ce qui me permet de rebondir sur une remarque d'Émilie. Elle dit, mais comment est-ce que l'enjeu des organisations apprenantes, c'est aussi la valorisation de ces apprentissages et comment peut-on faire? Il y a différentes possibilités, évidemment, de reconnaissance de ces apprentissages. Il y en a une qui consiste, par exemple, on en a parlé avec les 5 bonnes pratiques de l'organisation apprenante, qui consiste à doter les sachants, et tout le monde est sachant, hein, mais les experts de terrain en particulier, d'outils qui permettent de transmettre leurs compétences, d'engager, comment dirais-je, ces personnes qu'on pourrait appeler des leaders d'ailleurs, des leaders dans la transmission des savoirs, et leur donner de la visibilité finalement à la façon dont ils ont transmis leur savoir. Par exemple, ils vont produire des capsules de knowledge, des capsules de formation, et ces capsules vont être consommées par les collaborateurs de l'entreprise et vont finir, par exemple, dans un système qui ressemble beaucoup à des systèmes YouTube et de réseau social, grimper finalement à l'intérieur du portail de formation comme étant une capsule de formation particulièrement intéressante pour les collaborateurs. La parole est à l'imagination. Je ne sais pas si Andrea pourrait ajouter 1001 choses là-dessus, mais c'est vrai que vous avez parfaitement raison, Émilie, il est absolument nécessaire que l'organisation apprenante reconnaisse ses compétences et ses apprentissages. Sinon, ça risque de tomber à l'eau assez rapidement. La culture aussi doit être fonction de cela. Andrea, peut-être, par rapport à Émilie. Oui, je dirais 2 choses. Un, c'est que c'est important que la formation soit part d'un parcours de développement, de carrière, de future readiness, mais avec un impact concret. Par exemple, nous, on a une obsession. L'obsession, ce n'est pas de mesurer le succès de notre programme sur la base de combien d'heures tu as consommé ou quel diplôme tu as reçu, mais quel est l'impact en termes d'augmentation de ton employabilité ou quel est l'impact en termes de t'accompagner vers l'emploi. Chaque programme, c'est directement lié à un métier du futur. C'est comme une autoroute à directement ce métier. En fait, pour les particuliers, on va rembourser les étudiants s'ils ne trouvent pas l'emploi dans 6 mois depuis le jour qu'ils se sont diplômés. Donc, vraiment, on est sérieux sur la... Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? La reconnaissance de la formation, c'est de voir l'impact. Nous, on voit que les employés qui se sont formés, ils ont augmenté de productivité, ils ont reçu une augmentation du salaire, ils ont reçu une promotion, ils ont passé un nouveau métier, ils ont augmenté leurs responsabilités. Ça, c'est l'impact. L'impact, c'est le reward le plus important. Un bon jour passé au travail, c'est un jour dans lequel on a appris quelque chose, mais c'est aussi un jour dans lequel on en commence peut-être à faire des choses nouvelles avec de nouveaux collaborateurs. Et c'est ça qu'on regarde. Et puis, comme tu disais, passer les connaissances, c'est magnifique. J'ai appris beaucoup travaillant avec une entreprise de jeunes, parce que c'était là, Open Classroom, moi, je venais d'une grande entreprise avec 5000 employés, mais là, c'est la compréhension de faire de masterclass, c'est de dédier de sessions de lessons learned. Ça veut dire que de vraiment partager
partager le savoir-faire, le savoir-être, tous ensemble, c'est vraiment important. Aude a une autre remarque qui dit pour passer de l'intention à l'action, il faut donc repenser l'organisation du travail et le management et ne pas se centrer uniquement sur les attendus en termes de comportement des salariés. Totalement d'accord, Aude. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, sur la diapo que vous avez à l'écran, on voit quelques éléments de cet état d'esprit et de culture qui ne correspond pas seulement, je dirais, qui ne met pas seulement la balle dans le camp des employés, mais qui met aussi la balle dans le camp de l'organisation. Et en particulier, je voudrais commenter quelque chose au niveau de l'organisation, qui est que l'organisation apprenante rend les opportunités de développement visibles. Alors ça, c'est une chose qu'on voit apparaître, mais se développer fortement depuis quelques années. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que la formation pour mobiliser l'employé s'accroche à quelque chose. On a parlé beaucoup de mobilité interne, de postes à pourvoir, etc. Il y a une contrainte, une obligation que doit se faire l'organisation apprenante de mettre en place un dispositif qui permet de rendre visibles les opportunités de développement et de développement de l'emploi, notamment dans l'entreprise. Alors, on peut se dire, bah oui, mais ça, c'est pour les entreprises qui sont sur des marchés où l'emploi se développe considérablement. Non, c'est pour toutes les entreprises. Toutes les entreprises ont la possibilité de s'assouplir, de conquérir des nouveaux marchés, de faire différemment leurs activités, même parfois des activités anciennes, et de réfléchir en termes d'opportunités. Donc, effectivement, je pense que ça, c'est très important. Et puis, on va peut-être pas développer trop ce qui est dit sur l'employé, mais l'employé s'engage de son côté tout de même à identifier, à faire un effort pour identifier parmi ces opportunités quelles sont celles qui pourraient l'intéresser. On parle beaucoup des aspirations des collaborateurs aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu en penses, Andrea, mais il y a une espèce là de, comment dirais-je, d'harmonie à trouver entre d'un côté les contraintes, les objectifs de l'organisation et d'un autre côté les aspirations et les limites qui existent aussi pour un collaborateur dans l'entreprise. Je trouve très intéressant le point que tu fais de dire que donner visibilité à les opportunités qu'il y a pour les salariés, ce n'est pas simplement des entreprises qui ont de jobs à créer à l'interne. En fait, paradoxalement, nous, on travaille avec des entreprises qui offrent la possibilité d'apprendre un nouveau métier, mais pour upskiller, ça veut dire pour trouver ce métier dehors de l'entreprise. Bon exemple, c'est Amazon. Amazon, elle a un programme mondial énorme, massif. On parle de presque 1 milliard d'euros dédiés à la formation. C'est pour former les associés dans leurs grands warehouses, où c'est les personnes qui préparent les bons de commande. Ces métiers vont être bouleversés par l'automatisation des procès, par la technologie. Et ils offrent la possibilité de devenir une web developer, une data scientist, de devenir une worker of the future, utilisant, par exemple, un de notre programme de scholarship pour après se placer dans le monde du travail. Et donc là, c'est la visibilité d'opportunités, pas simplement dans l'entreprise, mais dehors de l'entreprise. Et je pense qu'il montre vraiment quelle est la culture d'apprentissage dans l'entreprise. J'aimerais maintenant, je ne sais pas ce qu'en pense Thomas, c'est ça, qu'on passe à 2 focus. Un premier focus sur lequel je vais prendre la parole et puis je laisserai à Andrea le soin de détailler le deuxième focus parce qu'il a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ça ressort un peu d'ailleurs ce focus, premier focus de ce que vient de dire Andrea, c'est-à-dire qu'au fond, quand on regarde une organisation apprenante, toutes les organisations apprenantes partagent cette caractéristique d'être des organisations inclusives. Une façon de dire les choses, c'est aucun employé n'est laissé au bord du chemin. Donc, on verra comment ça se traduit en termes de formation, mais on a déjà vu que ça doit se traduire en termes d'opportunités visibles. Ces opportunités, encore une fois, ne sont pas pour une élite, ce sont des opportunités pour la totalité des collaborateurs pris individuellement. Donc, j'aime bien cette idée qui est sortie des discussions qu'on a eues ensemble sur aucun employé n'est laissé au bord du chemin. Et d'ailleurs, je pense que c'est assez visuel. On pourrait en faire une espèce de croquis, de dessin qui frapperait les imaginations. Je suis intervenu là-dessus, donc je n'y reviens pas sur le fait que le capital humain n'est pas réduit à une élite. Alors, il faut savoir que c'est quand même assez souvent le cas dans
comment dirais-je, dans les entreprises françaises. Quand on enregistre, par exemple, nous avons mené avec la NDRH pendant des années le baromètre de gestion des talents dans les entreprises françaises. Chaque fois qu'on parlait de la définition de ce que c'était qu'un talent, on en revenait assez régulièrement à l'idée qu'un talent, c'était un haut potentiel. Et là, vraiment, il y a une espèce de rupture avec les entreprises anglo-saxonnes. Mais il faut dire aussi que les entreprises françaises, les grandes entreprises qui sont maintenant multinationales, évidemment, ont une gestion des talents qui s'inspire beaucoup plus d'un collaborateur égale un talent qu'un haut potentiel est un talent. L'attractivité, c'est celle de la guerre des talents. Je veux dire, aujourd'hui, on sait très bien que les RH sont en charge d'attirer, de développer et de retenir les talents. Donc là aussi, c'est un autre aspect de l'inclusivité. Il y a une autre chose dont je voudrais parler très vite sur, peut-être André d'ailleurs pourra compléter là-dessus, sur la diversité et l'inclusion. On parle de l'entreprise inclusive. La notion d'inclusion intègre la notion de diversité. Je suis moi-même un des promoteurs, des créateurs, rédacteurs de la norme sur la promotion de la diversité dans les entreprises françaises auprès de l'AFNOR, donc je connais bien ce sujet et je vois bien quelle est la complexité du sujet de la diversité. Mais là, on est au-delà de la diversité, on est dans l'inclusion. Et cette inclusion va aller, par exemple, jusqu'à prendre en compte tous ces salariés qui nous ont sauvé la mise pendant la crise. Nous avions la chance de pouvoir télétravailler, très bien. Mais eux, ils n'avaient pas la chance de télétravailler parce qu'on comptait sur eux pour nous transporter éventuellement, pour nous nourrir, pour nous soigner quand on avait des problèmes, etc. Et je pense que l'inclusivité doit aussi toucher ces collaborateurs-là. C'est un grand défi d'ailleurs pour la formation demain. C'est comment est-ce que, alors qu'on a pu compter sur eux pendant la crise et qui n'ont pas pu bénéficier de toutes les formations qu'on a pu avoir, nous, en télétravail, comment est-ce que demain, ces gens-là ont des compensations, quel parcours de carrière on leur propose, etc. Et là, peut-être qu'Andrea, on est clairement dans le reskilling dont on parlait tout à l'heure. Absolument. J'aime beaucoup cette expression que l'organisation apprenant est inclusive. Parce que je pense que c'est un des éléments, ADN, on dit ADN en français, pas DNA en anglais, ADN, donc je suis content que je me suis rappelé de ça, ADN de l'éducation. Chez Open Classroom, notre mission, c'est de rendre l'éducation accessible. Parce qu'on voit l'éducation comme un des moyens principaux pour réduire l'inégalité des opportunités. Et dans ce monde post-Covid, l'inégalité des opportunités, l'écart, c'est devenu monstrueusement énorme. Donc, quel est le rôle de l'organisation apprenant? C'est d'être inclusive. Pour plusieurs raisons. Un, c'est maintenant démontré dans le monde que les organisations qui sont les plus diverses, les plus inclusives, où il y a de l'égalité entre les hommes et femmes, sont les organisations, les entreprises les plus performantes. En fait, ils montrent qu'ils ont des résultats financiers qui sont 2, 3 fois, 4 fois supérieurs à celui qui ne sont pas. Donc, première chose, c'est essentiel de promouvoir l'inclusivité et la diversité. Et deuxième, quelle est la meilleure c'est d'utiliser l'éducation, d'utiliser la formation pour créer les talents du futur, les talents qui vont faire monter en puissance l'entreprise. Et donc, certaines positions d'ingénierie, d'expert tech, qui étaient accessibles seulement à certains milieux de la société, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, grâce à la possibilité d'utiliser la technologie pour améliorer la manière d'apprendre les compétences, on peut amener ce savoir-faire, savoir-être à tout le monde. Et donc, on peut vraiment rendre ce workforce du futur beaucoup plus diverses. Et ce n'est pas simplement une question, à mon avis, de rejoindre tout le monde, mais c'est aussi une question de modèle d'apprentissage. Ça veut dire qu'on a besoin d'utiliser des modèles plus sophistiqués dans lesquels on est capable de mélanger hard skills et soft skills. On est capable de livrer sur grande échelle, mais en même temps, grande qualité. Ça veut dire, nous, par exemple, on utilise une méthodologie que c'est la pédagogie par projet. Les étudiants, ils travaillent sur des projets concrets parce que travaillant sur des projets concrets, des vraies relations de travail, de vraies situations de travail, ils sont capables d'utiliser les soft skills, les hard skills et surtout, qu'est-ce qu'ils font? Ils apprennent à apprendre. Quand une personne, ils apprend à apprendre, tu as mis en motion le moteur
de l'inclusivité parce que pour le reste de sa vie, il va être capable de monter en compétence. Et donc, il peut réduire son écart tout seul. Et c'est la proactivité que tu crées. Et c'est ça que je pense que la chose plus intéressante et la vraie mission, c'est de créer ce moteur en permanent de monter en compétence et de le donner à la personne. Alors, on peut poursuivre, prolonger tes réflexions par justement le focus numéro 2 sur le fait que la formation est le moteur de l'organisation apprenante. Qui dit moteur dit qu'elle évite deux écueils. D'abord, elle évite l'écueil d'être le simple respect d'une obligation légale. Et j'ai vu qu'il y avait une remarque de Christina notamment sur quid de l'organisation apprenante quand on parle d'une PME, etc. etc. Et c'est vrai que dans ces organisations, parfois, on essaye de se débarrasser de la formation comme d'une obligation légale, mais il faut dire aussi que dans ces organisations, l'aplatissement des lignes hiérarchiques est tellement grand qu'on y apprend en général plus facilement que dans les très grandes organisations hiérarchiques. L'autre écueil, c'est la formation comme une espèce de supplément d'âme. C'est finalement, à la fin de l'année, on ne peut pas forcément donner l'augmentation qu'on voulait à un collaborateur, mais il a envie de suivre telle formation, on va lui donner telle formation. Il faut qu'on sorte absolument de ça, qui est encore un peu dans les esprits. Hein. Il faut pas le sous-estimer. Donc, l'idée de l'organisation apprenante avec un moteur formation, c'est l'idée que tout le monde partage cette conviction que c'est la formation qui fait la différence. On aura d'ailleurs l'occasion d'en reparler un petit peu après. Ce qui ressort aussi des échanges, on en a parlé avec Andrea, mais aussi dans le chat, c'est l'idée que la formation est imbriquée avec la notion de compétence et la notion de performance, c'est-à-dire qu'elle est au plus près finalement du travail, au plus près des métiers. C'est comme ça d'ailleurs qu'on motive les collaborateurs y aller. Et puis le service formation a les moyens. Alors ça, c'est une enquête qu'on a menée récemment sur les stratégies learning des entreprises françaises. On s'est aperçu que il y avait des responsables formation qui étaient très heureux des moyens, à la fois en termes humains qu'ils ont au service formation et en termes budgétaires. Et ces gens-là, comme par hasard, on les a appelés d'ailleurs des stratèges, ce sont des gens qui ont réussi à mettre la formation au service des grands enjeux de l'entreprise, c'est-à-dire le support à la performance opérationnelle des métiers, la mobilité des collaborateurs, le développement du capital humain, etc. Donc l'indicateur aussi, c'est quand même l'indicateur budget formation. Mais je voudrais surtout qu'on passe, et je vais te laisser grandement la parole là-dessus, Andrea, sur la diapo suivante, qui sont finalement si on regarde la formation donc, comme moteur de l'organisation apprenante, qui sont des traits caractéristiques de l'organisation apprenante ou de la formation de l'organisation apprenante. Alors, pour ne rien vous cacher, on s'est mis autour d'une table, on a commencé à brainstormer et voilà, on a trouvé 12 traits, ça aurait pu être 15 traits, ça aurait pu être 17, ça aurait pu être 5, etc. Voilà, c'est une liste un peu à la Prévert, un inventaire à la Prévert, mais peut-être est-ce que, Andrea, je vais te laisser picorer là-dedans ce que tu as envie de picorer et de me dire, voilà, ce qui t'intéresse de développer par rapport à ce portrait robot de la formation dans les organisations apprenantes. Oui, moi, je dirais, première chose, si on est sérieux dans notre démarche de upskilling, reskilling, on comprend vraiment qu'il y a un énorme travail à faire pour réduire l'écart entre où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on doit être dans 2, 3, 4 ans. On voit toutes les tendances. Il nous dit que ça va être un des plus grands défis du monde du business. Tous les CEO, ils parlent de l'acquisition des talents et de raccourcir ce problème de compétences. On doit dédier du temps. On ne peut pas penser qu'on peut faire la formation comme ça, quelques minutes, quelques heures. On doit dédier du temps. Ça veut dire qu'on doit créer un environnement. C'est très important. C'est l'environnement qu'on donne à les salariés pour être capable de se dédier à la formation. Première chose. C'est ça que nous, on voit avec les entreprises qui ont du succès, comme je mentionnais, BNPP, les assurances avec lesquelles on travaille, qui vraiment sont en train de faire une reskilling massive. Parce que quelle est la dernière fois qu'on est allé dans notre branche bancaire? Je ne me rappelle plus, c'est tout digital. Donc, il y a un besoin de reskilling massif. C'est qu'ils donnent du temps, ils créent l'environnement. Ça, c'est le focus. Le deuxième, c'est que
on doit penser qu'on doit introduire de nouveaux modèles d'apprentissage. Ça veut dire, moi j'aime beaucoup l'expression là, 70-20-10. Pourquoi? Parce que là, ça veut dire 70, c'est de la pratique, 20, c'est de la théorie, et 10, c'est de l'accompagnement humain. Et là, vraiment, je pense que plutôt qu'avoir un modèle d'apprentissage linéaire, c'est un peu monolithique, en fait, c'est trop long. Si aujourd'hui, on regarde, on sort on devient ingénieur en études pour 5 ans, ce qu'on a appris dans la première année, peut-être que c'est devenu obsolète à année 5, le moment dans lequel on prend le diplôme. Donc, nous, on croit beaucoup dans couper d'un bloc de compétences, créer de la personnalisation, de la flexibilité, et puis, surtout, d'avoir une pédagogie par projet. Mettre les salariés et les élèves dans une situation vraie de travail. Donc, parce que derrière la formation, il y a un métier. La formation, ce n'est pas la formation pour la formation, il y a un métier. Aujourd'hui, on n'a pas simplement besoin d'acquérir le savoir. Le savoir, on le trouve sur Google. C'est qu'est-ce qu'on fait avec le savoir. Donc, c'est le savoir-faire et le savoir-être. Et c'est là que la pédagogie par projet, ça peut faire vraiment une belle différence. Et après, avoir l'accompagnement humain, une expert métier qu'on donne à les élèves, aux salariés, pour travailler ensemble. Parce qu'il y a les éléments aussi, je pense, c'est très important, de social learning, c'est super important dans une entreprise apprenante. Et je dirais, et je sais ça, c'est un peu parce que Open Classroom, on essaye aussi de vendre notre produit, mais c'est évident qu'on doit, c'est cher, la formation c'est cher. Et on doit vraiment regarder ça comme retour sur l'investissement. Ce n'est pas simplement un coût, mais c'est un retour sur l'investissement. C'est le coût-opportunité. Je pense qu'il y a une étude de World Economic Forum que justement, il dit quel est le coût-opportunité de ne pas faire ce reskilling, et c'est 5% de la croissance du GDP mondial. C'est la même chose dans une entreprise. Et dernier, de ne pas faire tout seul. Je pense que les entreprises que je vois qui ont plus de succès, ils ont des partenaires stratégiques, qu'ils soient partenaires de système, LMS, qu'ils soient partenaires de contenu, mais ils travaillent dans un écosystème qui lui donne les innovations, donne de nouvelles idées. Il y a vraiment un travail d'équipe qui est fait pour créer cet environnement. Je pense que ça sont les caractéristiques que je vois principales. Alors, merci pour ce commentaire. J'en profite pour dire que de tout ça sortira un smart paper qui, même si on ne commente pas tout aujourd'hui, ce qu'il y a dans le smart paper, eh bien, vous trouverez le détail de ce qu'on en pense avec Andrea. Alors, on va d'ailleurs, juste avant peut-être, Thomas, de lancer un sondage, je voudrais rebondir sur quelque chose de très important que tu as dit et qui sort de ce webinaire auquel je n'avais pas pensé avant, preuve de l'intérêt de ces échanges, c'est que il y a une opportunité formidable pour les responsables de formation parce que pendant des années, ils ont été challengés par le micro-learning. On leur a dit finalement, vous, la formation, les parcours de formation, etc., tout ça, c'est un petit peu obsolète. L'idée d'avoir une formation qui sert au plus près les besoins, les métiers, etc., tout ça, ça passe par des séquences de 10 minutes, d'un quart d'heure, de 5 minutes. Et au fond, on a eu l'impression d'une formation complètement en miettes qui sous-estimait complètement l'idée d'une logique, d'un sens de la formation, d'un parcours et autres. Tout ce que tu développes là sur le reskilling remet la formation et les responsables de formation, les pédagogues dans leur capacité à concevoir, à donner du sens, etc., au cœur du dispositif. Donc, je crois que la période est formidable absolument pour les services de formation. Ils sont en train de sortir de cet éclatement de la formation qui les guettait depuis une dizaine d'années pour retrouver le sens qui manquait un petit peu. Donc, ça c'est sorti de ce que tu viens de dire et je te remercie d'avoir permis cette remarque. Thomas, je crois que tu as prévu un sondage, c'est ça ? C'est ça, le deuxième sondage. Donc, quelles sont les capacités les plus importantes pour maintenir l'employabilité? Bon, moi, je ne suis pas si loin de la retraite, donc j'ai plus besoin de veiller à mon employabilité. Alors bon, la formation, c'est tout au long de la vie, Michel. Exactement, jusqu'à notre mort. Donc, je vous invite encore une fois à aller sur l'onglet sondage
et donc à cocher soit la capacité d'innovation, la capacité à apprendre, la créativité, l'originalité, la prise d'initiative, le leadership et l'influence sociale, la résilience, la tolérance au stress et à la flexibilité. Bien, déjà 30 votes, 31. On voit les choses. Ah bah oui, on voit les choses se dessiner. Ah bah c'est bien parce que ça nous prépare la suite et la fin de notre webinaire. Thomas, on compte sur toi. On est bavard, Andrea et moi, comme tout passionnés par leur sujet. Donc à toi de nous serrer la vis du temps. Hein. Le gardien du temps, précisément. Le timekeeper, exactement. Exactement. Donc moi, j'ai coché la capacité à apprendre et je vois que c'est Bah voilà, je crois que le vote, effectivement, il est jamais clôturé sur Livestorm, au contraire de ce qu'on trouve sur GoToWebinar et d'autres, mais tant mieux. La capacité à apprendre apparaît comme la première capacité pour maintenir l'employabilité. Andrea, je pense que ça ne te surprendra pas? Oui, non, pas du tout. En fait, c'est le cours le plus populaire sur Open Classroom. Vous savez que nous, on offre sur Open Classroom, tous les cours sont accessibles à tout le monde gratuitement. Parce que la mission, c'est vraiment, dans le statut de l'entreprise, c'est de rendre l'éducation accessible à tout dans le monde. Ça, c'est gratuit. Et le premier cours, c'est apprenez à apprendre. Et je pense que c'est vraiment significatif parce que c'est ce concept du fait qu'on comprend que dans tout notre cours de notre vie, on doit continuer à apprendre. Et dans la vision que nous on a, c'est que la formation, le monde du learning, il va vers une direction comme celui de la musique et de Spotify. Ça veut dire qu'à la place d'acheter tous les cours ou tous les programmes d'une CD, on va acheter les skills et les compétences qu'on a besoin pour rejoindre une boue spécifique. Et dans notre sac à dos, on va mettre ces skills. Mais pour le faire, on doit apprendre à apprendre. Parce que ça, c'est ce qu'on doit faire toute la vie. Alors, c'est intéressant parce que ça rejoint complètement, je parlais tout à l'heure du Future of Job, le rapport du World Economic Forum de l'automne 2020. Donc, il passe en revue une dizaine de compétences clés d'employabilité pour l'avenir. Et la compétence d'apprendre, de maîtriser des techniques d'apprentissage pour apprendre par soi-même notamment, est passée en deuxième position. Et je ne doute pas que dans les années qui viennent, elle passera en première position parce que si on doit imaginer une compétence qui englobe toutes les autres compétences, c'est évidemment celle de la capacité à apprendre. Et quand je parle de capacité à apprendre, je parle aussi de motivation à apprendre parce que quelque part, j'ai le sentiment que la motivation est aussi une capacité, la capacité à se motiver. Donc à la fois, je peux apprendre, j'ai l'intelligence, et tout le monde est intelligent, on le sait, pour apprendre, mais aussi j'ai la volonté d'apprendre cette motivation. Et au fond, là, je vois que Thomas nous marque à la culotte puisque il met justement désir d'apprendre, c'est-à-dire comment encourager les employés à devenir des infinite learners. Alors, juste à propos de ce mot apprenant infini, c'est amusant parce que on l'a trouvé dans l'interview de Reid Hoffman, qui n'est pas n'importe qui puisque c'est le fondateur de LinkedIn, qu'il a vendu à Microsoft il y a quelques années déjà. Et on lui demandait à Reid Hoffman si vous deviez, donner un conseil au jeune homme que vous avez été. Quel conseil vous lui donneriez aujourd'hui? Et il répond, je lui donnerais comme conseil d'être un infinite learner, c'est-à-dire de quelqu'un qui apprend sans cesse. Et je pense que ça, évidemment, c'est une caution très importante que celle donnée par Reid Hoffman. Maintenant, la question c'est, Andrea, comment est-ce qu'on peut, encourager, motiver les adultes à apprendre en particulier s'ils ne sont pas dans une organisation apprenante. Comment est-ce qu'on peut réussir ce challenge? Oui, je dirais que aujourd'hui,
on voit que il y a des métiers qui sont en train de devenir vraiment obsolètes à cause le changement du business, la transformation digitale. Je pense que les employés, les salariés, les personnes, ils veulent être capables de reskiller. Le problème, c'est qu'il y a des fois que ils ont besoin, par exemple, de travailler pendant qu'ils étudient. Ils ne peuvent pas aller et s'arrêter de travailler pendant qu'ils se reskillent. Je donne un exemple. On a fait un projet test avec la région Nouvelle-Aquitaine et en partenariat avec la Poste et Engie, où il y a ce nouveau figure, je pense en français, vous les appelez les permittents. Ce sont des personnes qui sont en emploi, mais qui sont aussi sur le registre de Pôle emploi. Ils ne peuvent pas quitter leur job pour apprendre un nouveau métier parce qu'ils doivent vivre. Là, la technologie, les techs, ils donnent des moyens qu'on n'avait pas avant. La capacité d'étudier un jour par semaine et d'apprendre un métier diplômant, un des métiers du futur, c'est ce que Open Classroom est capable d'offrir. Il peut permettre à quelqu'un de travailler et de se reskiller en même temps. Et donc, c'est ça qui va donner l'opportunité et le stimulus pour changer la dynamique. C'est une révolution qu'on est capable de faire et on est vraiment super excité par ça parce qu'on peut vraiment avoir un impact énorme dans la société. Et chaque entreprise apprenant, il peut faire la même chose. Il peut regarder quelles sont les parties de l'entreprise qui peut-être un jour, ils ont perdu de l'employabilité, de la compétitivité, et sans s'arrêter de travailler, il peut le reskiller dans les compétences et dans le talent du futur. C'est une opportunité unique, on ne peut pas la faire passer. Les Américains, les Anglais, ils disent jamais on doit never waste a good crisis. Donc, ne gâchez jamais une bonne crise. Exactement. Ça, c'est l'opportunité dans le monde de la formation de faire la différence. Il me semble même, Andrea, que c'est une citation de Churchill. Ah, voilà. Parfait. Alors, je ne sais pas, il nous reste peut-être 3 minutes. Ça tombe bien parce que voilà, il y a un certain nombre de questions. Thomas, est-ce que tu as vu, alors, par exemple, je vois Nathalie, comment faire comprendre à l'entreprise que des collaborateurs qui ont l'envie et la volonté de se former ont autant de valeur que des personnes juste diplômées et peuvent apporter une vraie valeur ajoutée. Ça, Nathalie, c'est une vaste question. Et vous comprenez, Nathalie, pourquoi on a parlé de culture et d'état d'esprit, parce que soit cette culture existe dans l'entreprise, soit cet état d'esprit existe, et donc la compréhension, la réponse à votre question va de soi, soit cet état d'esprit n'existe pas. Et vous, alors en tant que responsable formation ou professionnel de formation, comment est-ce que vous pouvez commencer à créer cette culture, ou à essayer d'engager, d'initier l'entreprise sur cette voie? Moi, j'en reviens toujours à ce qui est le plus proche de moi. C'est-à-dire, je suis responsable formation, je regarde le service formation tel qu'il fonctionne. Est-ce que dans mon équipe formation, je commence à diffuser des pratiques ou est-ce que j'essaye de créer une culture de l'apprentissage, une culture d'entité apprenante. Alors, je ne dis pas que ça va être facile pour le service formation, s'il n'est pas dans une entreprise globalement apprenante, de se muer en organisation apprenante ou en entité apprenante, mais enfin, peut-être il y a là une façon de procéder. Donc moi, je dirais, prenons toutes les pratiques de l'entreprise apprenante telles qu'on vient de la voir aujourd'hui et se dire, si je me concentre sur mon service formation, quelle qu'en soit la taille, est-ce que mon service formation se constitue comme une organisation apprenante? Peut-être là, il y a là une réponse possible. Est-ce que tu as une autre réponse, Andrea, qui te vient à l'esprit? Je dirais c'est vraiment de voir la formation pas comme une activité, mais comme une moyenne d'impact. Et si on va se focaliser sur l'impact, je pense qu'on peut démontrer dans l'entreprise que
on peut créer les investissements, on peut créer la dynamique pour vraiment être inclusif de tout le monde et d'amener tout le monde dans la bonne direction. Oui, à quoi effectivement on pourrait ajouter que là, il est important que les services formation se dotent des indicateurs parce que la direction de l'entreprise est toujours très pragmatique. Au fond, elle va se dire, mais quel est l'impact des investissements formation sur la mobilité de mon capital humain, sur la capacité de l'entreprise à aligner ses compétences sur ses marchés, sur la rentabilité à court terme d'ailleurs, sur l'amélioration de la performance, etc. Donc là aussi, il est important que les responsables formation, à défaut de raisonner en termes de retour sur investissement, en tous les cas, commencent à se doter d'une argumentation sur l'impact réel de la formation. On a une autre question sur la FEST. Alors, je ne sais pas si, Andrea, tu veux y répondre. La FEST, c'est donc cette modalité action de formation en situation de travail qui a été promue dans la dernière réforme de la formation professionnelle continue en France. Et donc, oui, il y a un effort du législateur en France pour essayer de rapprocher la formation du travail et pour dire la formation, c'est pas seulement le stage présentiel, c'est même pas seulement la délivrance de contenu sans accompagnement ni rien en ligne, c'est aussi la capacité qu'elle aura à démontrer, comment dirais-je, à produire des compétences qui sont utilisables en situation de travail. Donc, il y a toute une modalité qui s'appelle la FEST, qui a été construite par la réforme et qui est particulièrement intéressante. Donc, moi, oui, à mon avis, il faut la mobiliser. Ça, c'est aligné à ce que Open Classroom fait depuis 10 ans, dans le sens que tous les programmes qu'on a sont des programmes diplômants reconnus par l'État, RNCP. Donc, il y a une certification professionnelle et chaque programme, c'est, comme je dis, une patte directe, une route directe dans le métier. Et chaque projet, c'est un projet de mis en situation réelle de travail. Donc, on est totalement aligné avec ces nouvelles directions de voir la formation comme un vecteur d'employabilité. Il n'est pas interdit d'ailleurs de penser qu'Open Classroom a pu inspirer un dispositif comme la FEST, compte tenu de ses pratiques de longues années en la matière. Voilà, moi je pense, alors, Thomas. Il est midi 2, effectivement. Donc, Michel, un mot rapide sur les prochaines étapes, sur Smart Paper, etc. Alors, prochaine étape. Bon, ce webinaire, il a été enregistré, donc c'est du matériel dont disposent tous les participants. Donc, j'imagine, Thomas, j'oublie pas Pierre, hein, Pierre Lechel qui est à la manœuvre, on ne le voit pas là. Je ne sais pas s'il peut venir sur scène, Pierre. Est-ce que tu peux venir sur scène? Bon. Non, c'est pas grave. Ah, si, il arrive. Bon, alors je voudrais juste dire tout le plaisir que j'ai eu à travailler avec Pierre, qui a été d'une rigueur absolue avec l'artiste que je suis dans ma façon de préparer les webinaires et les contenus. Merci Pierre. Sans toi, le webinaire n'aurait pas eu cette tenue. Pierre Lechel, donc, qui est un des membres éminents de l'équipe Open Classroom. Donc la prochaine étape, c'est ça, Pierre, hein, c'est l'envoi de ce matériel. Et puis, alors, étape suivante, c'est l'envoi du Smart Paper qui résulte de tout ça, évidemment plus complet que le webinaire, et qui d'ailleurs sera enrichi d'un certain nombre d'échanges qu'on a eu pendant le webinaire. Donc, ce Smart Paper, ce sera votre objet à vous, membres de l'audience, qui avez été particulièrement actifs aujourd'hui, puisque il sera enrichi par des commentaires que vous avez pu faire et que personnellement j'ai trouvé très intéressants. Très bien. Eh ben, merci à tous. Donc, nous avons 4 minutes de retard, mais c'est pas grave. Merci à tous d'avoir participé. Merci beaucoup aussi pour l'enthousiasme et l'engagement dans les réponses et dans les commentaires. Ça prouve vraiment c'est extrêmement flatteur aussi pour tous les organisateurs de ce webinaire, en particulier Pierre. Merci beaucoup à Michel et merci beaucoup à Andrea pour leur temps et pour leurs éclairages. Et à très bientôt pour le Smart Paper et puis pour d'autres discussions, d'autres échanges sur ce sujet passionnant. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée.